Interview Expert est aujourd'hui à Lille en compagnie de Monsieur Étienne Louis. Une réputation dans un premier temps en tant que neurochirurgien, mais votre passion première, c'est la musique. Vous avez commencé à Calais à partir de 7 ans. Pour vous, la musique et la flûte traversière, c'était quelque chose d'important, dès l'âge. Oui, depuis toujours. J'ai baigné dans la musique depuis mon enfance, avec une mère musicienne titulaire des orgues de Notre-Dame de Calais, un grand-père mélomane, que beaucoup de Calaisiens de la génération précédente connaissent bien, puisqu'il était directeur de lycée redouté à Calais. D'accord. Et donc voilà, j'étais baigné dans la musique. J'ai très jeune intégré le conservatoire de Calais, avec des professeurs qui m'ont donné envie d'aller aussi loin que possible, et j'ai rencontré beaucoup d'amis là-bas, et donc cette émulation fait que j'ai eu envie de faire de la musique de façon intensive, et pendant très longtemps j'ai pensé que mon avenir professionnel serait dans la musique. Pourquoi la flûte traversière ? Difficile à dire. Je pense que si j'y réfléchis, alors il faut savoir que en fait mon premier instrument c'était le violon. Oui. Et donc après un an de solfège, je me suis inscrit à la classe de violon. Et là, j'ai pas du tout accroché. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que de nombreuses années plus tard, je me rends compte que autant je suis toujours très à l'aise avec les instruments avant, oui, autant les instruments à cordes restent toujours une énigme pour moi. Donc là, c'est vraiment le violon, c'était manifestement une erreur de casting. D'accord. Et après la flûte traversière, c'est de mon côté peut-être un petit peu curieux, et j'étais toujours intrigué par ces gens qui étaient capables de jouer de la musique sans voir leurs doigts. Oui. Et la flûte traversière, c'est quasiment le seul instrument où on ne peut pas voir ses doigts quand on joue, puisque l'instrument est sur le côté. Et donc je trouvais ça bizarre, donc j'ai eu envie de découvrir ça. Et puis voilà, ça m'a plu, ça s'est bien passé, et puis voilà, j'ai continué. Est-ce que la flûte traversière, c'est pas, entre guillemets, un petit souvenir de l'école, puisque à l'époque, on avait effectivement dans les premiers cours de musique cette flûte droite, entre guillemets. Oui, alors peut-être, il y a effectivement on commence souvent au solfège par la flûte à bec, ouais. Et la flûte traversière est un petit peu la continuité. Alors il y a quelques similitudes, quelques doigtés qui se ressemblent. La façon de créer le son de l'instrument, enfin de créer la musique avec son souffle, effectivement, il n'y a pas d'intermédiaire entre le souffle et l'instrument, il n'y a pas de bec, il n'y a pas d'anche, voilà, c'est vraiment le son le plus naturel possible. Celui qu'on retrouve quand on souffle dans une bouteille pour créer un son, voilà. Donc bon, voilà, c'est un instrument que j'adore. Vous aimez tellement cet instrument qu'en 1980, vous avez reçu plus exactement une médaille d'or du Conservatoire de Calais. Quel souvenir vous gardez de Calais, de ce conservatoire ? Je garde un très bon souvenir. Un très très bon souvenir parce que c'était... Bon, d'abord, c'est quand même une des plus belles époques. C'était dans les années 80. Voilà, j'étais entre 15 et 17 ans, une bande de copains. Je faisais énormément de musique, des choses très intéressantes, puisqu'à la fois les cours de solfège, les cours de musique, etc., mais aussi la musique d'ensemble. La musique de chant, je faisais partie de la musique municipale de Calais. Ah oui. Après, j'ai joué au Grand Jazz Symphonique, qui s'appelle maintenant le Variété Jazz d'ailleurs, oui, qui existe toujours. Et donc, on était toute une bande de copains, et notre plaisir, c'était de faire de la musique ensemble. Donc, c'était vraiment une très belle époque. Moi, je garde un excellent souvenir et beaucoup de contacts avec mes anciens copains du conservatoire et quelques professeurs aussi. Et puis, ces examens qui étaient un challenge à chaque fois. Et c'était très bien d'avoir ces objectifs à remplir aussi et de se sentir progresser. Et bon, effectivement, la reconnaissance entre guillemets suprême, la médaille d'or. La médaille d'or, c'était le diplôme le plus élevé qu'on pouvait avoir au Conservatoire de Calais. C'était la fin du 3e cycle, qui ouvrait classiquement les portes de la carrière professionnelle, ou en tout cas, on ne pouvait pas aller plus haut à Calais, et après, il fallait
traditionnellement partir à Paris. Et donc, voilà, j'avais le sentiment d'être arrivé au bout de ce que je devais faire, d'avoir atteint mon objectif. Bon, en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire derrière. Dans les années 80 jusqu'en 1990, il vous a fallu choisir entre la musique et la médecine, puisqu'en 1995, vous avez effectivement une thèse en doctorat de médecine. Pour vous, ça a été difficile de choisir entre la médecine et le côté professionnel musicien? Alors, je vais pas dire que ça a été difficile. Difficile, ce serait mentir. Ça a été un enchaînement de faits, une réflexion de ma part, mais aussi de mes professeurs de musique. Il faut savoir que la carrière de musicien professionnel, c'est très difficile. Il faut passer des concours tout le temps, il faut être le meilleur partout. C'est vrai aussi en médecine, hein, évidemment. Il faut mieux que la va de soi. Mais là, il y a au départ, pour se faire une carrière, se faire un nom dans la musique, il y a vraiment un problème de rivalité et de concours permanent. J'avais un petit peu de mal à gérer ça, et il est arrivé un moment où mon professeur de musique m'a dit: mais est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que tu es sûr que tu es prêt à passer des concours toute ta vie? Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a rien se remettre en qui question en t'intéresse? permanence. Voilà. Puis se dire, c'est vrai qu'il y a autre chose dans la vie, il y a plein de choses. Alors moi, j'étais par ailleurs, alors c'est un peu contradictoire, mais un côté artiste et puis un côté très scientifique, cartésien. Voilà, je suis pas du tout un littéraire. Et j'adorais la biologie, etc. Et je m'étais dit, et puis bon, mon père était médecin. Donc pourquoi pas la médecine? Pourquoi pas la médecine? Il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Voilà. Et finalement, après, il faut le dire, après un échec à un concours, concours d'entrée au Conservatoire de Paris, voilà. Et là, je me suis dit, après tout, voilà, pourquoi pas débuter des études de médecine. Donc j'ai commencé les études de médecine comme ça, mais en gardant quand même mon activité de musicien à côté, parce que je dois remercier quand même mes amis qui, eux, sont devenus musiciens professionnels, et qui ne m'ont pas renié. C'est-à-dire qu'ils ont continué à accepter de jouer avec moi, à me proposer des projets. Et alors, ce qui était important pour moi, parce que c'est un équilibre dans la vie, et puis parce que ça m'obligeait quand même à être bon en musique. C'est-à-dire que mes amis qui étaient professionnels ne pouvaient pas se compromettre avec un musicien qui n'aurait pas été à la hauteur. Donc ça m'obligeait quand même à garder cette nécessité d'excellence. Donc vous, effectivement, vous partez sur le côté médecine, mais ne pas oublier qu'en 2006, vous dirigez encore plus de manière aléatoire un orchestre symphonique avec effectivement ce côté du Téléthon. Ça a été quelque chose d'important pour vous? Alors, je me suis toujours servi de mon activité de musicien pour apporter quelque chose aux gens. D'accord. Voilà. Je ne suis pas professionnel, je n'ai jamais tiré aucun revenu de mon activité de musicien, mais par contre j'ai toujours cherché à ce que ça profite à quelqu'un. Alors ça peut profiter sur le plan artistique et sur le plan du plaisir qu'on peut avoir à écouter de la musique, mais si en plus cette musique de qualité peut ramener quelque chose pour le bien d'une association, d'une œuvre, etc. J'ai toujours trouvé ça très intéressant et ça a toujours été mon guide dans toutes mes activités musicales. Donc effectivement, dans l'activité d'orchestre, que ce soit comme musicien d'orchestre, et j'ai eu l'occasion effectivement à quelques reprises de prendre la direction d'un orchestre symphonique pour des événements particuliers. Dans le cadre du Téléthon, c'était en fait un peu particulier parce qu'on était plusieurs chefs et on se partageait la direction. Et donc moi j'ai eu l'occasion de diriger en particulier le BIS pour ce concert et aussi dans d'autres circonstances. Voilà, ça m'a toujours permis d'amener la musique vers des gens qui n'iraient pas forcément au concert. Et en plus que cette musique puisse rapporter quelque chose à une œuvre, que ce soit le Téléthon, que ce soit... on a eu beaucoup d'associations pour lesquelles on a pu ramener des fonds. Et, Vous êtes fier de cette affiche qui est face à vous?
Oui. Vous êtes fier de pouvoir montrer effectivement que vous avez su effectivement apporter quelque chose. Est-ce que ce moment particulier n'a pas été peut-être un tournant de votre vie artistique ? Alors ça a effectivement été important. Alors peut-être pas forcément ce concert-là, parce que là, effectivement, c'est un concert particulier, parce que j'ai la chance d'avoir mon nom comme soliste sur l'affiche. C'est important, ça. Ça fait plaisir. C'est un rêve d'enfant. Ouais. Voilà. C'est toujours important de réaliser ses rêves. Voilà, je pense que rien n'est impossible dans la vie. Il faut y croire, travailler pour y arriver, mais il faut surtout y croire, et il y a beaucoup de choses qui sont réalisables. Et ça, j'aurais bien sûr rêvé, quand je commençais la musique, de me dire un jour je serai soliste et je jouerai en soliste avec un orchestre. J'étais pas sûr du tout d'y arriver, et c'était quelque chose que j'avais potentiellement abandonné quand j'ai commencé la médecine, en me disant bon voilà, je ferai ce que j'ai toujours fait, mais il y a peu de chances que je sois un jour soliste maintenant, puisque maintenant c'est plus Etienne Louis Futtis, c'est Docteur Etienne Louis. Ouais. Donc voilà. Et il se trouve que j'ai eu cette occasion-là par le biais d'un orchestre de médecins qui s'appelait Ars Medica, qui était un orchestre qui ne regroupait que des médecins, qui était à l'époque basé à Bruxelles. Et puis, donc j'ai rencontré que des médecins musiciens. C'était un échange, évidemment, on a beaucoup de choses en commun, bien évidemment. Et puis j'ai eu l'occasion de faire ce concert, et vraiment c'était très, très intéressant, évidemment. Depuis, j'ai intégré un autre orchestre de médecins musiciens, mais français, l'Orchestre Symphonique des Médecins de France, et qui est à nouveau une grande aventure humaine, musicale. Voilà. Quand on est solo sur un orchestre, c'est quoi les sensations quand vient votre moment de faire votre prestation, puisque vous avez effectivement à Bruxelles été comme première flûte en solo de l'orchestre? C'est aussi un tournant, c'est aussi quelque chose d'important qui reste dans votre mentalité, dans votre personnalité de musicien. Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a ce qu'on appelle le flûte solo de l'orchestre, qui est celui qui est, on appelle ça chef de pupitre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs flûtes dans un orchestre. Le flûte solo, c'est un petit peu le chef des flûtistes. C'est lui qui influence un petit peu la vie du pupitre, et qui a la responsabilité des solos au sein de l'orchestre. C'est un challenge parce que c'est souvent des parties un petit peu difficiles. Les compositeurs pensent que la flûte est un instrument facile, donc ils n'hésitent pas à nous mettre beaucoup de notes à jouer en même temps, et c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Et après, il y a l'activité de soliste. Donc là, c'est différent, on est devant l'orchestre, on joue un morceau pour flûte et orchestre, et là c'est complètement différent. C'est un grand challenge parce que c'est un répertoire qu'on a travaillé pendant toutes nos études, on a travaillé les concertos, etc., mais on n'a pas eu l'occasion de les jouer en concert. Et là, on a l'occasion de donner son interprétation de l'œuvre et d'échanger avec le chef d'orchestre. Très intéressant, des échanges toujours très constructifs sur l'œuvre, sur la façon de la voir, de la jouer, les tempi, les accents, les nuances, etc. Et on se retrouve tous autour d'une œuvre, mais c'est vrai que le soliste, c'est un peu celui qui conduit, quoi. Voilà. Et donc, il ne conduit pas l'orchestre, mais il conduit l'œuvre, et voilà, oui, c'est une grande expérience. Oui. Vous attendiez un moment ou un autre en tant que musicien à devenir chef d'orchestre, puisque petit à petit, c'est un petit peu ce que vous avez arrivé à faire. C'est un rêve aussi qui devient réalité. Alors, alors je ne suis pas chef d'orchestre. Hein. J'ai eu l'occasion de diriger des orchestres, mais je ne suis pas chef d'orchestre. Je suis chef de chœur, mais pas chef d'orchestre. Quand j'étais enfant, je mettais des disques. Et je dirigeais l'orchestre en faisant jouer le disque. D'accord. Et voilà, j'étais impressionné par la capacité qu'avait un chef d'orchestre à entendre tous les instruments, à diriger chaque instrument,
Et je me demandais combien de cerveaux pouvait avoir une personne pareille. Bon, depuis, je sais que finalement, on a tous le même cerveau, tous, et qu'on s'en sert comme on peut. Et donc, c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup, et j'ai l'impression que le chef d'orchestre était maître du monde. C'est un peu le cas quand on est dans une salle. C'est important qu'il le croie. Ouais. Il faut toujours laisser faire croire au chef d'orchestre qu'il est le maître du monde, même si les musiciens de l'orchestre savent très bien qu'en fait, c'est quand même les musiciens qui font la musique. Ouais. Voilà, le chef n'est là que c'est le ciment qui soude les briques. Ouais. Mais voilà, si on n'a pas de briques, on n'a pas de mur. Et si on n'a pas de ciment, les briques tiennent pas. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un ensemble. Après, quand j'ai vraiment eu l'occasion de faire de la vraie direction d'orchestre, c'est-à-dire d'être devant les instrumentistes, et de dire bon voilà, maintenant les gars, c'est moi qui conduis. Ouais. On se rend compte que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, c'est pas si évident que ça, et ça ne peut fonctionner que si on respecte les instruments qu'on dirige. Les instrumentistes, il faut pas justement arriver en conquérant. Il faut arriver en disant, on va trouver ensemble la façon de jouer ensemble et de faire de la belle musique ensemble, et vous allez me donner ce que vous pouvez me donner, et moi je vais m'arranger pour mettre les choses ensemble. Je fais souvent le parallèle, quand on dirige un orchestre ou un chœur, c'est un petit peu comme un barman qui doit faire un cocktail, c'est-à-dire que chacun apporte les ingrédients, et le rôle du chef, c'est de les assembler dans les bonnes proportions pour que le résultat soit agréable. Est-ce que vous auriez un plaisir particulier à pouvoir orchestrer un groupe, une symphonie que vous aimeriez faire aujourd'hui, sachant quand même que vous avez, lors de votre passage, lors de votre moment à Calais, gagné 4 prix au Conservatoire de Calais. Ça, c'est une chose, mais aujourd'hui, vous avez encore un objectif musicien important que vous aimeriez encore réaliser? J'ai toujours des objectifs, toujours des rêves. Ouais, mais il faut. Des rêves. Continuer à jouer, bien sûr, régulièrement. Continuer à jouer avec des professionnels, ça c'est très très important. Je pense que si on me disait, voilà, il y a un génie qui apparaît, et je frotte la lampe et qui me dit quel est ton vœu de musicien, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Je pense que j'aimerais diriger un orchestre professionnel. Oui. Mais non pas pour le plaisir, enfin, si bien sûr pour le plaisir de diriger de la belle musique avec des très grands instrumentistes, mais aussi pour avoir leur avis. Je serais très intéressé d'être à la place d'un chef d'orchestre devant un orchestre professionnel, et que les musiciens me disent oui, ce que tu fais c'est bien, voilà, t'apportes quelque chose même à des professionnels, ou au contraire, mon petit garçon, t'es là, tu gesticules devant nous, mais tu serais pas là, ce serait peut-être mieux, ou pareil, quoi. Et ça, ça m'intéresserait. Vous avez déjà fait des démarches un petit peu indirectes dans ce sens-là? Non. Vous aimeriez quand même? Ça serait votre rêve ultime? Je ne me permettrais pas. Mais voilà, j'ai des musiciens professionnels dans mon entourage qui me tendent des avis. Et voilà, c'est pour l'occasion. Je me dis, voilà, pourquoi pas. Voilà, non, je pense qu'il faut savoir rester à sa place aussi. En tant que musicien par rapport à un neurochirurgien, c'est un plus effectivement d'avoir une passion à côté pour le travail de neurochirurgien? Oui. C'est vraiment important. Oui. Alors, c'est important d'avoir une passion à côté, clairement. C'est important pour l'équilibre, pour décompresser, parce qu'il faut, voilà, le travail de neurochirurgien, c'est très très prenant, c'est lourd comme responsabilité, c'est des heures de travail, c'est très prenant intellectuellement, mais émotionnellement, mais c'est aussi prenant physiquement, parce qu'on passe des heures au bloc opératoire, debout, quelquefois le nez dans le microscope, enfin bon. Donc voilà, on a besoin d'une échappatoire. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu besoin d'avoir une activité à côté qui soit exigeante. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi un challenge à côté
pour que cette activité à côté m'occupe suffisamment l'esprit pour me détourner de ma préoccupation de chirurgien. D'accord. C'est-à-dire que si je faisais quelque chose à côté que je pouvais faire en pensant à autre chose, ben, je penserais à mon boulot. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, je pense que la musique est vraiment pour moi un équilibre. Voilà, je ne pourrais pas faire sans, bien évidemment, mais je ne peux le faire parce que j'ai la même exigence dans mon activité de musicien que je l'ai dans mon activité de chirurgien. Et je m'arrange pour faire de la musique avec des gens qui ont de moi la même exigence comme musicien que l'exigence qu'ont mes patients envers moi. Une question un petit peu particulière. Vous avez régulièrement votre épouse qui travaille avec vous en tant qu'anesthésiste. Oui. Est-ce qu'elle fait de la musique ? Alors, elle a chanté un petit peu, mais elle fait pas de musique. Ouais. On s'est rencontrés par le travail et non pas par la musique. Voilà, mais elle vient régulièrement au concert. Effectivement, c'est une de mes plus grandes fans. Donc, vous aimeriez qu'elle s'implique un peu plus, peut-être qu'elle joue un instrument ? Pas forcément, je crois qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, il faut se faire plaisir. C'est pas parce que voilà, qu'elle est mariée à un musicien qu'elle doit forcément faire de la musique. Je veux dire, elle fait du cheval, vous ne me mettrez pas sur un cheval. Trop dangereux pour la colonne vertébrale. Donc je crois qu'il faut aussi que chacun respecte ses envies et son précaré aussi, c'est important. On peut aussi se retrouver sur des activités et avoir chacun nos activités séparées. Bon, je crois qu'elle s'intéresse à ce que je fais et ça l'intéresse de venir au concert. J'espère qu'elle est un petit peu fière de moi de temps en temps. J'espère aussi qu'elle l'est au bloc opératoire. Comme moi, je suis fier d'elle au bloc opératoire. Donc voilà. Quel sera le prochain concert, la prochaine prestation que nous aurons l'occasion de vous y voir ? Que ce soit en chef d'orchestre ou que ce soit en flûtiste ? Alors, il y a plusieurs échéances. Alors là, on approche le mois de juin. Le mois de juin, c'est la période des concerts, mais surtout la période de la fête de la musique. Donc là, je vais avoir l'occasion de reprendre la direction de ma chorale pour 2 concerts là, pour la fête de la musique. Et puis, je vais avoir, avec l'Orchestre des médecins, la prochaine session est à Strasbourg au mois d'octobre, où là on va faire des concerts donc dans le cadre de l'Orchestre symphonique des médecins de France. Et puis à échéance un petit peu plus loin, des grands concerts qu'on appelle les chœurs des légendes, où là on regroupe 4 chœurs plus un orchestre symphonique, et c'est plutôt dans cette situation-là que j'ai l'occasion de diriger l'orchestre, et donc ça on est à échéance de fin 2024, je crois, 2025, où là on va avoir quelques échéances sur la métropole lilloise. Allez, la dernière question avant de vous quitter. C'est quoi votre objectif ? C'est quoi votre vœu pour 2023-2024 ? Que ce soit en tant que neurochirurgien ou que ce soit en tant que musicien ? Allez, on va partir sur le côté musicien. Je pense que c'est faire plaisir aux gens. C'est ça qui est important. Que ce soit parce que je les soulage ou parce que je leur apporte de la belle musique et un moment de détente. Voilà, je vais avoir l'occasion, oui, j'en ai pas parlé, mais je vais aussi faire un concert à Liège. Oui. En octobre, début octobre, avec 2 musiciens professionnels, un pianiste et un violoncelliste, que j'ai rencontrés il y a 40 ans. Ouais. Et je pense que ça fait 40 ans qu'on essaye de trouver une date commune, et ça y est, on l'a trouvé. Donc voilà, ça c'est un objectif sympathique aussi. Et voilà, je pense que j'espère avoir encore l'occasion de rencontrer beaucoup de gens passionnants et de faire de la belle musique. La dernière question qui me turlupine, je vous l'avoue sincèrement, qu'est-ce qui pourrait amener les gens aujourd'hui à aller vers la musique classique ? À écouter de la musique classique, à venir dans des prestations de musique classique. Aujourd'hui, on a, je pense, un manque de ce côté pour pouvoir amener les gens vers la musique classique. C'est quand même une musique qui sait vous reposer. C'est une musique qui sait vous prendre. Quand vous allez dans une prestation telle que vous les faites, on se retrouve en sortant d'une prestation un petit peu différent.
qu'est-ce qui peut effectivement nous amener à amener le public encore plus présent dans vos prestations? Alors je pense qu'il faut beaucoup travailler sur la mentalité actuelle, et on est dans une période où on a tendance à privilégier la quantité plutôt que la qualité. Oui. C'est vrai pour beaucoup de choses. C'est parfois vrai pour l'alimentation, par exemple. Mais je pense que c'est vrai aussi pour la musique. On a un peu tendance à privilégier la quantité de décibels à la qualité de ce qu'on écoute. La musique classique, c'est pas une musique qui fait du bruit. Même si on peut avoir des volumes sonores importants dans des opéras de Wagner ou dans des symphonies avec un nombre de musiciens important, mais ce qui est surtout intéressant, c'est la qualité, le détail, la beauté des couleurs sonores, les harmonies, et ça, c'est quelque chose qui est très propre à la musique dite classique. C'est difficile de savoir où s'arrête la musique classique et où devient la musique moderne, mais si on se réfère simplement aux instruments utilisés, c'est-à-dire qu'on met de côté tout ce qui est électroacoustique et qu'on ne garde que les instruments dits d'orchestre, je pense qu'il faut apprendre aux gens, il faut réapprendre aux gens à écouter de la musique, c'est-à-dire à apprécier une couleur sonore, à apprécier un son, à apprécier une harmonie, la beauté d'un accord de 9e, la beauté d'un accord de 7e mineur, voilà, qui sont des teintes, des couleurs particulières, et qui, quand on sait les écouter, donnent vraiment un plaisir physique. Ouais. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Monsieur Étienne Louis, merci de m'avoir reçu chez vous, que ce soit à Lille. Merci pour ce que vous faites du côté musique. Merci pour ce que vous faites également en tant que neurochirurgien. Ce fut pour moi un véritable plaisir de pouvoir vous interviewer aujourd'hui à Lille. Je me permets de vous souhaiter, que ce soit dans la musique ou que ce soit en tant que neurochirurgien, une année et des années exceptionnelles. Merci à vous.